Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Notre invité de la rédaction aujourd'hui est Emmanuel Attias. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laura. Merci d'être sur les ondes de Radio JM aujourd'hui avec nous. Emmanuel, vous êtes évidemment bien connu des auditeurs de Radio JM puisque vous présentez l'émission Patrimoine et culture du judaïsme qui, comme son nom l'indique, est une émission consacrée à la culture et au patrimoine du judaïsme. Voilà, c'est dit dans le nom. C'est ça, émission qui change d'horaire puisque désormais il faudra écouter Emmanuel les jeudis à 9h35 sur les ondes de Radio JM. Emmanuel, évidemment, on va parler de vous parce que moi j'ai à cœur de mettre à l'honneur les animateurs bénévoles de la radio et on a envie de mieux vous connaître. Donc, première question, depuis combien de temps animez-vous ces émissions au sein de notre radio ? Alors je vous avoue que je commence à ne plus trop compter les années, peut-être 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Bon, et alors pourquoi avoir créé une émission autour du patrimoine et de la culture du judaïsme ? Alors c'est l'ancienne rédactrice en chef Elsa Charbit qui m'a mis le pied à l'étrier à la radio, puisqu'elle suivait mes travaux en ligne. J'ai une page éponyme qui s'appelle également Patrimoine et culture du judaïsme depuis l'automne 2017. D'accord. Et qui a remporté un certain succès à l'international. Plus de 50% des lecteurs sont à l'étranger. Donc c'est une petite fierté personnelle parce que c'était mon but en fait de ne pas rester en vase clos et de ne pas communiquer en fait à destination d'un public juif francophone, mais de toucher des chrétiens, des musulmans, des juifs religieux, des juifs laïcs, des gens totalement déconnectés aussi, perdus là où ils se trouvent, et de transmettre. Voilà, c'est un travail vraiment de transmission, de diffusion de la connaissance autour d'une civilisation, d'une culture, d'une religion qui suscite beaucoup d'étonnement, d'interrogation. Et Elsa m'a dit, mais pourquoi ne pas décliner simplement en fait sous forme d'émission hebdomadaire ce projet. Et donc c'est associé. Il y a à la fois les articles quotidiens sur Patrimoine et culture du judaïsme en ligne sur Facebook. D'accord. Des articles pour un certain nombre de médias aussi depuis quelques années. Des médias francophones, des médias israéliens également, et puis à la radio, en principe toutes les semaines, voilà, depuis quelques années maintenant. Donc j'imagine que c'est en lien avec votre métier dans la société civile ou pas du tout ? Un petit peu on peut dire, puisque je suis historien et linguiste de formation. Bon. J'ai pas fait ma spécialité, j'ai pas fait ma spécialité sur le judaïsme. À la base, je suis plutôt islamologue de formation, spécialiste de l'Orient. Mais justement, ça me permet de faire des liens, de créer des relations, de voir les transferts culturels, les influences, les contacts, les ressemblances, ou les dissonances aussi. Ce qui m'a permis aussi de gagner tout un lectorat et un auditoire aussi côté musulman, parce que ça m'a permis d'acquérir, du fait de cette formation et de ces différentes casquettes, une certaine confiance vis-à-vis de d'autres communautés. Et puis dans le civil, je suis enseignant, je suis professeur dans le secondaire, je suis aussi formateur d'enseignants. Et puis à mes heures, je dirais pas perdues, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il y a le côté journalistique qui est de plus en plus important aussi. Oui, la transmission. On sent vraiment que transmettre l'histoire, être un passeur d'histoire, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous le faites dans les classes et là, c'est auprès de nos auditeurs. C'est ça, je dirais même un passeur de mémoire, parce que je réalise beaucoup de reportages dans des lieux où les communautés ont disparu, ou bien où elles sont devenues anecdotiques. Oui. C'est-à-dire que j'essaye de retrouver, ça et là, le dernier juif d'un village paumé en Slovaquie, ou alors dans le fin fond de la Roumanie, ou dans le sud de l'Espagne. Voilà, donc là, je reviens du nord de l'Angleterre où j'ai mené un certain nombre de reportages cet été. Je pars dans quelques semaines en Andalousie. L'année dernière, j'ai été en Asie centrale. Enfin, en Europe centrale, excusez-moi, en Europe centrale. Il y a quelques années, j'ai fait ça sur des îles grecques. Voilà. Donc, ça me permet d'aller découvrir les communautés là où elles se trouvent et puis d'apporter une petite pierre à l'édifice dans la connaissance de cette histoire et de cette mémoire. C'est difficile de travailler comme ça, finalement d'aller sur des terrains que peu explorent. J'ai envie de dire, vous avez le champ libre, mais à côté de ça, c'est aussi difficile d'aller gratter.
parfois, effectivement, sur des territoires où il n'y a quasiment plus de population juive, est-ce que parfois, c'est pas difficile de dire au fait, vous savez pas où était l'ancienne synagogue, voilà, comment vous procédez finalement dans votre travail sur le terrain? Alors, c'est un travail vraiment d'historien, d'archéologue, d'historien de l'art, de linguiste, parce que il y a tout un travail en amont très important, généralement de plusieurs mois dans les livres, parfois dans les archives quand j'y ai accès, en téléphonant aussi, alors aux offices du tourisme, aux communautés lorsqu'elles existent encore, ou alors à des personnes qui me contactent directement par le biais de mes réseaux sociaux et qui me disent on aimerait bien que vous veniez nous rendre une petite visite. Génial, et ça nous ferait plaisir en fait de sortir de l'anonymat. Bien sûr. Et je me souviens par exemple en 2017 ou 2018, une petite communauté en Serbie, dans une ville qu'on ne saurait même pas localiser, qui me dit vous savez nous on existe, on est une trentaine et on se réunit encore pour le Shabbat et puis voilà donc au quotidien, je suis en contact assez étroit parfois avec des juifs aux quatre coins de la planète, que ce soit en Australie, au Mexique, dans les Balkans ou en Europe du Nord. Et ça a quelque chose de galvanisant, je dois le dire, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus rien qui arrête la communication. On est tous mis en relation et ces gens sortent de leur isolement par le biais des réseaux Internet. Emmanuel, qu'est-ce que le patrimoine dit de notre histoire quand vous explorez effectivement des sites perdus ou connus? Comment vous abordez l'histoire derrière ce patrimoine-là? Alors, il y a différentes manières en fait de faire de l'histoire. Il y a la rencontre. Et c'est ce qui est le plus intéressant, c'est lorsqu'on peut encore retrouver des mémoires vivantes, des gens qui parlent des sociolectes anciens, comme par exemple le ladino, le yiddish, le judéo-alsacien, le yévanique, donc le judéo-grec, ou d'autres langues jadis parlées par ces communautés qui malheureusement sont bien souvent en voie d'extinction, parce que il y a eu la Shoah, comme on le sait. Il y a eu dans toute l'Europe de l'Est, en Russie, en Asie centrale, un phénomène d'assimilation contraint par des décennies de communisme. Bien sûr. Et puis il y a aussi l'assimilation, les mariages exogamiques, le fait de vouloir s'intégrer en oubliant qui on est, qui fait que ces mémoires disparaissent. Mais alors il reste les pierres. Et les pierres, c'est quoi? Quand les synagogues n'ont pas été détruites, ce sont des lieux de culte, ce sont des bains rituels, ce sont des cimetières, parfois des tombes. Alors j'écrivais cette semaine encore la restitution d'une tombe dans un bourg polonais à Grojek. Ils ont retrouvé une magnifique matseva, une sépulture juive qui avait été utilisée en réemploi pendant la Shoah. Ça a existé aussi beaucoup à l'époque des communistes, où on prenait les pierres des cimetières juifs, vu qu'ils n'étaient plus là pour s'en plaindre, et puis on les utilisait pour paver les routes, ou pour construire, parfois même déjà au Moyen-Âge, la muraille des cités fortifiées. Voilà. Et donc on essaye de retrouver ces vestiges du passé, ces mémoires que moi je considère comme vivantes. C'est-à-dire que même quand elles sont inanimées, il appartient à l'historien et à l'historien de l'art de les faire parler. Ça vous aide en fait finalement, c'est des bases de travail aussi ces lieux? Oui, parce que ça nous permet de reconstituer un pan oublié de l'histoire. Bien sûr. Lorsqu'il n'y a pas de signalétique, d'alerter les offices du tourisme ou les municipalités, ou parfois les associations à l'autre bout du monde, et de leur dire, vous savez, je me suis rendu dans tel endroit, ce serait peut-être intéressant simplement de l'indiquer. Un panneau, ou bien un petit écriteau qui viendrait raconter un pan d'histoire de votre ville ou de votre communauté, et ça vous mettra à l'honneur. Ça créera un engouement à l'égard de votre ville qui est peut-être en dehors des sentiers touristiques, et je trouve de façon générale quand même une réception du message plutôt chaleureuse, c'est-à-dire que les interlocuteurs que j'ai sont de manière habituelle plutôt réceptifs au message que je leur transmets, et le contact est, je dirais, assez bon.
C'est extrêmement intéressant ce que vous racontez et c'est aussi un travail très, très vaste puisque j'imagine que les lieux ne manquent pas, les histoires ne manquent pas partout dans le monde, donc c'est vraiment un travail assez complexe quand même, je dirais. J'aimerais avoir votre avis sur le loto du patrimoine. Alors on fait un peu comme ça des passerelles sur l'actualité, évidemment c'est pas quelque chose qui date d'hier, mais grâce effectivement à l'initiative de l'animateur historique Stéphane Bern, il y a ce fameux loto du patrimoine qui permet de restaurer, d'offrir un budget de l'État à des vieilles pierres, des vieilles églises, peut-être des vieilles synagogues probablement, des lieux dans notre région ou pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce type d'initiative? Est-ce que vous pensez que cet argent est bien utilisé et nécessaire justement pour faire perdurer l'histoire et transmettre justement des messages et ce qui s'est passé aussi sur ces sites-là? Alors c'est une réalité que les Français sont très sensibles à l'histoire, à leur histoire, au patrimoine. On ne peut pas en douter dans la mesure où le plus grand nombre de magazines et de revues dédiées à cette discipline paraissent en France. L'histoire juive est relativement méconnue. C'est ce que disait d'ailleurs Paul Salmona, le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui a dirigé plusieurs ouvrages ces dernières années sur l'archéologie juive, une discipline relativement peu connue il y a encore 20 ans. Et il fait remarquer qu'il y a un intérêt plus important désormais pour cette connaissance de cette société qui s'est développée en France, qui a réalisé beaucoup pour l'histoire de ce pays et qui s'est matérialisé dans le paysage à travers ces lieux de culte, principalement après la Révolution française. On trouve quelques synagogues médiévales, généralement elles sont classées, elles sont rénovées, mais la très grande majorité des communautés se sont développées après 1791 et ce sont ces synagogues-là qu'il est aujourd'hui question de préserver et de transmettre à la postérité. Alors effectivement, vous disiez peut-être des synagogues qui sont proposées au loto du patrimoine. Alors oui, je le confirme, il y en a au moins 2 ou 3 en Alsace, Benfeld, Thann. On en a bénéficié puisqu'elle était dans les finalistes récemment pour notre région, la synagogue de Carpentras. C'est vrai. Là, j'avais fait des appels justement pour que les gens votent massivement à destination de cette communauté qui est bien vivante pour le coup. Il y a des offices récurrents qui sont organisés dans cette synagogue qui passe pour l'une des plus anciennes d'Europe. Donc, elle date de 1367 pour ses locaux originels. Et puis la salle de prière est du XVIIIe siècle, de style plutôt baroque, italienisant. Ce sont des joyaux qui ressemblent bien souvent d'ailleurs à l'architecture des églises voisines, parce qu'il y a eu justement ces phénomènes de transfert culturel, d'intérêt réciproque, et puis un certain nombre d'architectes étaient simplement chrétiens, et ils reproduisaient les modèles, tout en y ajoutant une petite patte orientalisante, parce que le juif au XIXe siècle passe de plus en plus pour un oriental, avec les théories ethnologiques qui voient le jour avec Darwin. Et donc, ces communautés, malheureusement, se sont regroupées, on peut dire, ou ont disparu, et leurs locaux restent en l'état, parfois à l'abandon. Et alors, il est question de savoir, est-ce qu'on en fait une caserne de pompiers, comme à Dupikheim en Alsace? Est-ce que on le transforme en menuiserie? Est-ce qu'on en fait un centre culturel? Voilà. Et donc, le loto du patrimoine permet de revaloriser des lieux oubliés. Donc moi je pense que l'idée est pas mauvaise, parce que je ne suis pas dupe, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'État dispose de suffisamment de financement pour réaliser des travaux de réfection dans les quelques centaines de synagogues et les dizaines de milliers d'églises que possède notre territoire. On a un très riche patrimoine et il est difficile pour l'État effectivement de subvenir aux besoins de chaque région. Et donc ces initiatives sont toujours les bienvenues parce qu'elles permettent d'accompagner un intérêt renouvelé à l'endroit de ces sites souvent oubliés par la mémoire collective et qui, à l'occasion des émissions de Stéphane Bern notamment, retrouvent une forme de visibilité. Pour revenir à vos émissions, expliquez-nous peut-être dans les prochaines semaines quel type justement de lieu vous allez mettre à l'honneur. Alors parfois c'est aussi des personnes, j'imagine, c'est pas forcément que des endroits précis. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi vous travaillez en ce moment pour les prochaines émissions de Radio JM ? Alors là,
On aura prochainement une interview d'une auteure que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Caroline Bongrand, qui, comme le suggère son nom, n'a pas de lien immédiat ou direct avec le judaïsme, mais qui peut-être, justement, aurait récemment percé un secret de famille. Et ce sont des interrogations dans beaucoup de foyers que je retrouve et qui, moi, m'intéressent, m'intriguent. C'est-à-dire ces non-dits, ces silences qui habitent beaucoup de familles en Europe et dans le monde. Alors, pas toujours marane. Parfois, c'est la Shoah qui a tué l'ascendance. Parfois, c'est des heures sombres vécues dans d'autres contextes, en terre d'islam ou en Amérique du Sud pendant les dictatures, et qui font que des familles se sentent un lien avec la communauté juive et essayent de le redécouvrir. Donc prochainement, voilà, on aura notamment cette interview avec Caroline Bongrand à l'occasion de la sortie récente de son roman Les Présences. On aura peut-être quelque chose autour aussi des reportages que j'ai menés. Là, c'est en cours d'écriture sur la disparition des communautés du nord de l'Angleterre. Voilà, j'ai eu l'occasion de m'acheminer de Manchester jusqu'à Newcastle, en passant par Liverpool, Durham et d'autres villes industrielles qui ont eu au 19e et 20e siècle un essor fulgurant qui a attiré évidemment beaucoup de juifs anglais, mais aussi originaires d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, les synagogues sont désertées, souvent ont été revendues ou sont laissées simplement à l'abandon. Voilà, et puis évidemment, il y aura des thématiques sur l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et d'autres, et puis croisées avec des informations concernant les fêtes, parce que ça fait aussi partie de la culture, voilà, toujours de manière neutre. Je ne suis pas rabbin, comme je le répète souvent. Moi, je ne regarde pas le caractère religieux, je regarde le point de vue sociologique, ethnologique. C'est ça qui est intéressant. Voilà, pourquoi les traditions sont-elles différentes entre les Ashkénazes, les Juifs orientaux, ce qu'on appelle les séfarades? Pourquoi certaines communautés ont des spécificités pluriséculaires, parfois même millénaires, comme les Bnéromi, qu'on appelle également les Italkim, en péninsule italienne, ou pourquoi les Juifs de Grèce disent « Ah non, mais nous ne sommes rien de tout ça. On est à côté des séfarades, mais on est romagnotes. » Ah, alors c'est qui? Voilà. Et donc, une manière de décloisonner, de faire découvrir d'autres aspects de cette culture, de montrer sa richesse, sa pluralité, et puis son ouverture au monde en tout temps et en tout lieu. C'est marrant ce que vous venez de raconter là sur le témoignage que vous allez réaliser effectivement de cette autrice. Ça me fait penser à Mariva Galanter, qui est la femme d'Arthur, qui a découvert récemment qu'elle avait effectivement des ancêtres qui avaient été massacrés déportés, pendant la Shoah. Et elle a découvert ça et ça a été une vraie révélation. Donc on sent aussi qu'il y a effectivement ce besoin dans de nombreuses familles, connues ou pas connues, de toucher du doigt effectivement l'histoire familiale, même si parfois elle est douloureuse. Donc ça c'est intéressant aussi de l'aborder dans votre émission, qui est devenue une émission phare et culte dans cette radio. Merci beaucoup Emmanuel pour cette interview qui a présenté un petit peu votre travail, qui représente quand même de nombreuses heures de travail pour préparer ces émissions. Faut pas le cacher. C'est quand même pas mal de travail. Et puis on peut retrouver chaque fois les podcasts également sur ma chaîne YouTube. Exactement. Patrimoine et culture du judaïsme. Où justement on a la possibilité de toucher les gens qui ne reçoivent pas notre station, même si effectivement on a l'habitude de mettre également sur la chaîne sur l'application sur aussi, il y a l'application Internet, Radio JM, désormais, c'est ce que je vais raconter maintenant. On rappelle à nos auditeurs que l'émission Patrimoine et culture du judaïsme, présentée par Emmanuel Attias, est diffusée toutes les semaines, les jeudis à 9h35, est disponible sur notre site internet radiojm.fr. Et bien sûr, avec rappelez quand même votre chaîne YouTube, c'est donc le même toujours titre. Le même nom. Voilà, c'est ça, Patrimoine et culture. Le même nom sur Facebook, le même nom sur YouTube et le même nom à la radio. Bon, comme ça, on ne peut pas se tromper. C'est efficace. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de la rédaction. Merci Laura. Et on a hâte de vous retrouver sur les ondes de Radio JM. Merci, bonne journée. Merci.